Alors, bonsoir, chers collègues. Bonsoir également à ceux qui nous écoutent. Nous sommes le lundi 8 mars et nous allons tenir la séance ordinaire du conseil municipal de Stratford selon le calendrier régulier. Le 8 mars, c'est une journée particulière et j'aimerais faire un petit commentaire sur l'importance de cette journée qui a pour thème cette année le droit des femmes. C'est certain qu'on a fait beaucoup de progrès, je pense, au cours des dernières années vers une équité, une égalité homme-femme, mais je pense qu'il faut reconnaître aussi qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, qu'on est encore loin d'une égalité totale et qu'il y a certains droits que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à faire reconnaître que les hommes. Et à titre très personnel, j'aimerais parler ce soir d'un droit fondamental à mes yeux, qui est le droit à la sécurité. On voit encore des événements extrêmement malheureux, encore tout récemment dans les journaux, de femmes qui sont victimes d'homicide de la part de leur conjoint. Ça ne devrait plus jamais se produire en 2021. Et il me semble que nous avons tous quelque chose à faire pour que ce genre de situation-là cesse au Québec. J'ai envie de dire d'abord aux femmes, aux filles, si vous vous sentez en danger, si vous ne vous sentez pas en sécurité, s'il vous plaît, ne tolérez pas la situation et faites quelque chose. Il y a des organismes qui sont là pour venir en aide. Vous avez peut-être des gens dans votre réseau. Demandez de l'aide. N'attendez pas qu'il se produise quelque chose de malheureux. Demandez de l'aide. Vous en avez le droit et on peut vous accompagner certainement dans vos difficultés. Mais j'ai aussi un message pour les hommes, les gars. J'ai envie de dire à ceux peut-être qui ont un peu de difficulté à contrôler leurs émotions, leurs besoins de contrôle, mais vous autres aussi allez chercher de l'aide. C'est pas correct, c'est pas normal d'exercer toute forme de violence envers une conjointe ou un membre de la famille, sa blonde. Il faut que ça cesse ça aussi et allez chercher de l'aide à votre tour. Et sans délai. Puis j'ai envie de dire à tous les gars qui ne sont pas, heureusement, pris dans ce problème-là, mais qui peut-être en sont témoins d'une façon directe ou indirecte. Il ne faut pas se taire, il ne faut pas fermer les yeux quand on entend parler ou quand on constate qu'il y a des situations de notre environnement de violence familiale ou conjugale. Et on doit, là aussi, on a une responsabilité, je pense, de dénoncer, d'agir, d'intervenir. On ne doit plus personne fermer les yeux sur des situations comme celle-là. Alors, tant mieux si on a une journée dans l'année qui nous oblige en quelque sorte à penser à ces situations-là et à nous motiver, je pense, à travailler encore plus fort pour que ça se termine et que ça s'améliore et qu'un jour on puisse dire qu'au Québec, les hommes et les femmes sont sur le même pied d'égalité. Voilà, c'était mon petit éditorial très personnel. Merci de votre attention. Cela dit, nous avons un ordre du jour bien chargé encore ce soir. Même si malheureusement on tient nos rencontres encore sans la présence du public, je tiens à dire à tous ceux et celles qui nous écoutent, d'abord qu'on est content que vous le fassiez, mais qu'on travaille fort, même si on est peut-être moins visible qu'en temps normal. Donc, les collègues, vous avez reçu le projet d'ordre du jour dans les délais prévus. Peut-être une petite modification. Il y a un sujet, je pense qu'on va prendre le temps de revoir avec un peu plus d'attention. Alors, à 4.1, nous avions annoncé adoption du plan d'action 2020-2021, du plan de développement Stratford 2030, ensemble en action. Il reste encore un petit peu de peaufinement, je pense bien, et on va prendre le temps là, dans les prochaines semaines de finaliser ça pour amener son adoption à la séance du mois d'avril.
Donc, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin que quelqu'un propose cet ordre du jour avec le retrait du point 4.1 qui serait reporté. Oui, Julie Lamontagne, je propose l'ordre du jour avec la modification. Merci, merci Julie. Et je réalise que avec mon focus sur le petit message du 8 mars, j'ai oublié de signaler à ceux, encore une fois, qui nous écoutent, que tout le conseil municipal est présent. Encore une fois, je pense qu'on a un degré d'assiduité vraiment excellent au conseil municipal de Stratford. Toutes les conseillères et conseillers sont présents à cette séance du 8 mars. Ça nous amène au point 1.2, période de questions. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons reçu des questions pour le conseil? Non, on n'a pas reçu de questions pour le conseil, mais on invite les citoyens à ne pas hésiter à nous les faire parvenir, que ce soit par courriel ou par téléphone. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Absolument. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos questions ou commentaires. Merci. Ça nous amène au point 1.3, c'est l'adoption d'abord du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021. Vous en avez pris connaissance. Ça vous apparaissait conforme? Je vois que oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, André Terrien, j'en fais la proposition. Merci André. Je vois que tout le monde est d'accord. C'est adopté. Maintenant, le procès-verbal, cette fois-ci, de la séance extraordinaire que nous avons tenue le 22 février 2021. C'est la même Denis, si question. tu me permets, là, pour les gens qui nous écoutent, il y a deux petites corrections là, à faire au procès-verbal du 8 février. Là. Donc, si vous nous avez écouté la dernière fois, on va juste vous le mentionner pour que vous puissiez être à la même endroit que nous au niveau de la résolution sur le chemin des Parulines, le transfert de propriété. On doit retirer, là, de mandater la firme Cain Lamort pour la production des documents notariés nécessaires au transfert de propriété du chemin des Parulines parce que, comme le contrat prévoit que c'est le promoteur qui est responsable des frais notariés, dans le fond, on va laisser le promoteur choisir le notaire, puis la municipalité va simplement le valider avec son propre avocat, le contrat qui a été envoyé par le promoteur. Puis une deuxième modification pour l'offre d'achat du banc de gravier du rang des Pins pour ajouter aux actionnaires, aux propriétaires, dans le fond, la construction Réal Saint-Laurent. Donc, on peut lire à la place de gestion Jeff Gagnon et 9344-7019 Québec Inc. On remplace ça par considérant que des négociations ont eu lieu avec Jean-François Gagnon et Marc-André Gagnon, actionnaires de construction Réal Saint-Laurent, propriétaire des 10 terrains. Donc, au lieu d'adopter le procès-verbal tel qu'il a été, tel que les résolutions ont été lues la dernière fois, on fait des corrections et on adopte le procès-verbal tel que corrigé, en quelque sorte, parce que ça ne change rien à la nature des dossiers. C'est vraiment des éléments de concordance, là, des noms et des trucs comme ça. Et on comprend que dans l'entente qu'on avait, c'était le vendeur ici qui choisissait le notaire. Donc, oui, merci. J'étais en train d'aller vite là-dessus et c'est important de le mentionner pour les gens qui écoutent nos séances. Là, si vous accédez au procès-verbal, vous allez voir qu'on a fait cette correction-là entre le PV et l'enregistrement qui a précédé. Alors, donc, merci. Je reviens donc au procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février avec la même question. Et cette fois-ci, je ne crois pas qu'il y ait de modifications requises du côté de la direction générale. Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du procès-verbal? Oui, André Terrien, je propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 22 février, séance extraordinaire du 22 février. Merci. Ça va pour tout le monde? Oui, c'est adopté.
Ça nous amène au point 1.4, c'est la présentation des dépenses récurrentes. Les membres du conseil, vous avez reçu le tableau des dépenses récurrentes du mois. Pour les gens qui nous écoutent, on peut signaler que les dépenses récurrentes présentées au Conseil ce soir représentent un total de 65 257,26 $. Ça inclut des salaires pour 31 152 et d'autres chèques pour 34 000. Ce sont les dépenses habituelles d'Hydro-Québec, Bell Canada, receveur général, ministre du Revenu, etc., etc. Ou encore l'impact de décisions que nous avons prises, par exemple, autour du remplacement des bouées de navigation Lac-Elmer, où on a voté à la dernière séance un montant de 4 000 $, mais le chèque apparaît dans le tableau qui est soumis au Conseil ce soir. Néanmoins, est-ce que les membres du Conseil, vous avez des questions ou des commentaires à formuler sur cette liste? Ça va, c'est clair pour tout le monde? Excellent, merci beaucoup. Ça nous amène à 1.5, adoption des comptes à payer. Donc, ça aussi, c'est une liste que nous avons reçue. Habituellement, on se tourne vers M. Picard pour vérifier s'il a des commentaires. Ce soir, il nous a demandé de pouvoir demander à quelqu'un d'autre de le remplacer pour cette tâche. Me permet de signaler là, parmi les chèques qui apparaissent dans la liste le premier versement de la quote-part à la MRC du Granit pour un montant de 44 027 $. Un premier versement également à la ville de Disraeli pour notre quote-part sur le site d'enfouissement qui a maintenant été fermé, bien sûr, mais qui continue à générer des frais pour un montant de 4 428 $. Les subventions à certaines associations de protection de lacs, c'est prévu au budget. Les dépenses pour les matières résiduelles, donc 5 030 $ à Service sanitaire Denis Fortier pour le recyclage et 11 268 $ pour les matières organiques et les déchets. 3 353 $ pour l'achat d'un deuxième panneau d'affichage numérique pour la vitesse. Donc, une installation qu'on avait déjà votée qui va remplacer l'indicateur de vitesse qui est déjà présent à l'entrée sud de la municipalité depuis l'an dernier, qui lui va être déplacé pour être mobile sur le territoire. Voilà. Et s'ajoute à la liste que vous avez, qu'on a tous reçu, un chèque de dernière minute là, qui est rentré aujourd'hui, une dépense qu'on ne nous avait pas facturée, mais qui est due de la part de la Fédération québécoise des municipalités pour son accompagnement dans le processus de sélection de notre direction générale, pour un montant de 822,07 $, ce qui porte le total des chèques à payer au 8 mars 2021 à 97 132,46 $. Les collègues, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur cette liste de comptes à payer? Il semble bien que tout est clair pour tout le monde. Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition à l'effet de payer ces comptes? Gaëtan Côté, j'en fais la proposition. Merci Gaëtan. Ça va pour tout le monde? C'est bon? On serait rendu à 1.6, dépôt de la situation financière au 28 février 2021. C'est aussi un document que des élus ont reçu. Est-ce que, William, tu as des commentaires à formuler sur ce rapport? La grosse différence avec le dernier mois, évidemment, on parle de la taxation, donc qui ont été faites en février. Donc, on voit que s'ajoute environ 2 millions en taxes qui ont été envoyées dans les comptes de taxes.
Donc, c'est la grosse différence avec le dernier mois. Sinon, là, pas de dépenses là, anormales. Au niveau des pourcentages, là, tout est conforme aux attentes. Il y a au niveau des honoraires d'avocats qu'on est un petit peu plus haut que notre moyenne. Donc, ça va être à surveiller, mais sinon, le reste est tout conforme. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Évidemment, au tout début de l'année, hein, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de redoux, il n'y a pas eu d'inondation en février. On est bien content. L'hiver a été peut-être plus tranquille que d'autres hivers précédents. Donc, c'est bon pour les finances municipales. Ça va? Donc, ça, c'était pour information. Ça nous amène au point 1.7, celui des dossiers municipaux. Donc, une occasion de vous parler de choses qui ne sont pas à l'ordre du jour comme tel. Rapidement, peut-être, André, un mot sur le comité bibliothèque? Oui, oui, tout à fait. C'est que je suis heureux, moi, de vous annoncer que le comité bibliothèque va avoir du renfort à la bibliothèque avec une personne qui a beaucoup d'expertise dans ce milieu-là. Et au nom de Manon Goulet qui se joint à notre équipe. Et puis, ça va vraiment redynamiser notre comité. Puis, en même temps aussi, faut porter attention au Stratford Info, mais on va faire apparaître un petit article dans le Stratford Info. Il faut surveiller aussi l'autre Stratford Info au mois d'avril pour des activités à venir. Donc, vous voyez que le comité bibliothèque est très, comment je pourrais dire ça, donc, actif, et on se prépare pour la réouverture. Ça fait que, éventuellement, on ne sera pas toujours confiné. Ça fait que on travaille très fort là-dessus. Ça fait que bienvenue à Mme Manon Goulet dans le comité. Merci. Merci beaucoup, André. Bravo. On est bien content d'avoir Manon qui s'ajoute au groupe. Et on est bien content que le comité soit aussi dynamique. Félicitations. En urbanisme et environnement, je commencerai peut-être par signaler l'apparition d'un communiqué de presse de la Réserve internationale du ciel étoilé du Mont Mégantic, qui a fait un article pour souligner les efforts de quelques municipalités, dont celle de Stratford, pour remplacer les luminaires de rue. On a même une très, très belle photo qui accompagne le communiqué qui montre avec une vue aérienne l'effet de ce remplacement-là sur la protection du ciel étoilé à Stratford même. Le communiqué a été repris d'ailleurs dans le journal La Tribune du dimanche 1er, ou on était encore je pense qu'on était au 28 février, un dimanche dernier, quelque chose comme ça. Je regarde mon calendrier. Oui, 28 février. Il a été repris aussi sur la page Facebook ou le site web, William? On a partagé l'article de la Tribune sur la page Facebook. Et quelques commentaires de la part des citoyens aussi, je crois, à cette occasion-là sur Facebook. Oui, en effet, là, beaucoup de mentions j'aime et beaucoup de commentaires positifs là, félicitant la municipalité de prendre à cœur l'environnement et la pollution lumineuse. Oui, puis pour ceux qui s'inquiètent aussi de combien ça coûte, juste se rappeler que remplacer nos luminaires, c'est aussi des économies d'énergie, parce que ce sont des luminaires qui consomment moins d'électricité que des vieux, et que sur une période de temps quand même assez courte, on va récupérer notre investissement. Donc, on fait d'une pierre deux coups, on protège mieux l'environnement et on fait des économies. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Un mot peut-être également sur le CCE. André, est-ce que tu veux nous en parler? Le comité consultatif en environnement. Oui, oui, juste avant de vous parler du comité CCE, je voudrais juste mentionner que demain soir, au niveau de la patinoire, là, la patinoire va fermer. Demain soir sera le dernier soir là, qui sera illuminé et qu'il y aura de l'éclairage. Ensuite, le lendemain, mercredi, le local sera fermé.
La surface glacée, c'est sûr qu'elle est sur l'asphalte. Quand le soleil plombe là-dessus, avec le temps doux qui s'en vient, malheureusement, il n'y aura plus de glace. Là, ça ne donnera plus rien de repartir ça. Ça fait que bien noter que c'est le dernière journée demain, puis mercredi, c'est fini. Ben, par contre, on voit le printemps s'en venir, ça c'est la bonne nouvelle. Probablement qu'au moment où les gens vont entendre cet enregistrement, ça va déjà être disparu, la glace. On comprend que le comité va l'avoir entretenu le plus longtemps possible et je profite de l'occasion pour féliciter toute la gang du comité des loisirs et les bénévoles de nous avoir quand même offert une surface glacée pour patiner sur quand même une bonne période cet hiver. Je pense que ça a été vraiment très, très apprécié. Les enfants s'en sont donnés à cœur joie. Alors, chapeau à tous ceux qui ont contribué là, quand même à ce qu'on puisse patiner à Stratford cet hiver. Pour le CCE, simplement dire, dans le prochain Stratford Info, on va lancer un appel de candidature parce que il y a 2 personnes qui siègent actuellement au CCE qui ont annoncé leur départ là, pour des engagements personnels incompatibles avec la poursuite de leur mandat au CCE. Donc, simplement rappeler que pour le CCE, 2 postes seront à combler et vous serez invités à nous faire part de votre intérêt, ceux qui en ont, pour venir participer au comité consultatif en environnement. Peut-être le dernier point, ce serait toujours... André, tu veux compléter? Oui. Oui, je compléterais par le fait que je voudrais mentionner que c'est avec regret qu'on voit partir Chantal Gagnon, qui était notre présidente du comité, une personne très impliquée. Elle quitte pour s'occuper de sa ferme, puis elle a d'autres défis à relever, puis, mais elle pourrait... Elle s'est même quand même mis disponible si jamais on avait besoin de ses conseils, parce qu'elle a beaucoup d'expertise au niveau de l'environnement, puis ça lui ferait bien plaisir de nous aider si jamais on avait besoin d'elle. Ça fait que, puis l'autre personne, ben, c'est parce que Mme Lucie, c'est parce qu'éventuellement, ben, ils vont, leur vie peut changer d'endroit. Ça fait que, mais le reste, Lucie, elle va rester, Mme Pinard va rester jusqu'au moment opportun. Ça fait que, on est bien content de sa contribution à elle aussi également. C'est ça que j'avais à vous dire au sujet du CCE. Merci. Merci, André, de compléter l'information. Je ne savais pas trop si je devais nommer des personnes tant qu'elles n'étaient pas remplacées, mais c'est bien correct de l'avoir fait à ce moment-ci. Alors, oui, effectivement, merci à ces 2 personnes qui ont contribué là, aux travaux du CCE jusqu'à maintenant. Petit message aussi de continuer à s'inscrire à... Comment ça s'appelle déjà, Isabelle? C'est la plateforme BCT. Les gens peuvent avoir accès sur leur téléphone intelligent avec Android ou avec iOS. Si vous voulez plus d'informations sur la plateforme, vous pouvez aller sur notre site web stratford.québec dans l'onglet « Citoyens ». Tout de suite, le deuxième menu que vous avez, c'est BCT. Donc, BCT, c'est vraiment une plateforme d'information aux citoyens. Je dirais aux gens, attendez pas qu'on ait un sinistre ou qu'on ait besoin d'utiliser BCT pour vous inscrire, ça ne sera pas le temps. Donc, on est mieux de prévoir pour s'inscrire tout de suite. Comme ça, s'il arrive quelque chose dans la municipalité, bien, vous aurez l'information rapidement. Et c'est gratuit pour les citoyens. Évidemment, il y a un coût quand même très raisonnable pour la municipalité qu'on a déjà encouru. On n'est pas la seule municipalité à implanter l'application de BCT. Beaucoup d'autres municipalités, particulièrement dans le Granite, sont en train de le faire aussi. C'est important dans le contexte des plans de mesures d'urgence de pouvoir rejoindre les gens en cas de besoin. Donc, la facture, on l'a déjà payée. Maintenant, c'est gratuit. Ça ne coûte pas moins cher ni plus cher si on a plus de monde ou moins de monde. On invite vraiment tous les citoyens de Stratford, y compris les saisonniers. Parce que ça peut être intéressant de savoir qu'il y a un événement à votre résidence secondaire, surtout si vous n'y êtes pas. Donc, ça nous permet de vous rejoindre où que vous soyez.
Je crois que ça ferait le tour des sujets qu'on avait identifiés pour le point 1.7, mais je regarde je vais dire autour de la table, je regarde sur mon écran pour voir s'il y a autre chose. C'est bon, ça fait le tour? Merci beaucoup. Ça nous amène au point 2, administration. Un seul sujet d'inscrit ce soir, c'est une autorisation de remboursement de dépenses des élus. Nous avons effectivement une demande de remboursement. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous l'indiquer? Oui, en effet. Monsieur André Terrien, conseiller dans le cadre de son siège au comité consultatif en urbanisme, a dû faire un déplacement pour visiter un endroit qui était où il y avait une demande de dérogation mineure, donc pour aller constater là, c'est quoi l'état des travaux, puis quel était le lien avec la demande. Donc, un déplacement là, de 34 km là, pour l'aller-retour entre son domicile et le lieu de la demande de dérogation pour, selon notre politique de remboursement, 50 sous du kilomètre. Donc, on parle d'un 17 $ là, pour la demande de remboursement. Donc, la résolution est rédigée de façon habituelle, considérant que dans le cadre de leur fonction, les élus doivent se déplacer, que les frais de déplacement de l'élu mentionnés ci-dessous soient remboursés. Donc, on vient d'avoir l'explication. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait cette proposition? La montagne, j'en fais la proposition. Julie, je répète ton nom parce que peut-être que les gens t'ont pas entendu. Mais moi, je l'ai entendu. Donc, c'est proposé par Julie Lamontagne. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Ça nous amène après ça à 5.1, aménagement forestier, parc du Lac-Elmer. Je pense que je commencerai par demander la lecture de la proposition, puis on verra s'il y a des compléments d'information à apporter par la suite. William. Donc, considérant que le parc du lac Elmer est un attrait touristique important pour la municipalité, considérant que la municipalité, dans son plan de développement 2020-2030, souhaite développer le potentiel touristique et de villégiature de son territoire, considérant que le plan directeur préparé par la Société de gestion du parc du lac Elmer, SGPLA, prévoit de développer le développement d'unités d'hébergement touristique, considérant que le site est sous aménagement forestier avec aménagement forestier coopératif de Wolf, considérant que les experts d'aménagement forestier coopératif de Wolf sont en mesure de conseiller la SGPLA et la municipalité sur les mesures à prendre pour que l'aménagement du site soit respectueux de l'environnement, il est proposé par et résolu que la municipalité accepte d'assumer les frais d'aménagement forestier de la compagnie Aménagement forestier coopératif de Wolf pour un montant estimé de 18 000 $ plus taxes, de solliciter la participation financière de la Caisse des jardins du Carrefour des Lacs pour une somme de 20 000 $ dans le cadre des sommes qu'elle s'est engagée à verser pour les projets à Stratford, de financer l'excédent s'il y a lieu de ce montant à même le surplus accumulé. Ton micro, Denis. Merci, excusez-moi. Merci, William. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Gaétan Côté, j'en fais la proposition. Merci, Gaétan. Discussion, questions. Ça va. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, je dirais que le terrain, ce qu'on appelait le domaine Elmer, c'est sous aménagement avec le groupement forestier de Wolf depuis plusieurs années. Il y a déjà eu des travaux. Ici, évidemment, l'objectif des travaux qui vont être faits, c'est pas d'aller récolter du bois. Dans cette partie-là, il n'y a pas vraiment de bois à récolter, mais vraiment d'une forêt à aménager en fonction de l'usage qui est prévu, c'est-à-dire d'augmenter sa valeur, son intérêt récréo-touristique. Donc, dans les endroits où il y a, par exemple, beaucoup de repousses très denses,
les gens vont simplement éclaircir pour donner la chance aux meilleures tiges de prendre rapidement de l'ampleur, de se développer plus rapidement au lieu de devoir sortir de la compétition. Donc, ça va faire plus rapidement un endroit avec un meilleur couvert forestier pour le camping, pour l'hébergement, pour la randonnée pédestre et autres. Donc, c'est l'objectif, en s'assurant qu'on conserve, parce que je sais que c'est une préoccupation du côté de la SGPLA, de faire en sorte que la faune soit pas trop perturbée. Au contraire, on va garder des chicots pour les oiseaux, pour les pics-bois, puis pour les petits mammifères, etc. Donc, tout ça va être fait là, en collaboration étroite avec la société de gestion. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? C'est bon. Est-ce que c'est adopté? Oui. Mon DG me rappelle à l'ordre pour me dire que c'est ça. Et ce soir, je vais trop vite. J'ai passé complètement par-dessus. On va revenir en arrière. J'ai complètement passé par-dessus le point 3.1. C'est un point d'information. Donc, ça dépend avec quelle feuille j'essaie de suivre. Là. Et là, j'ai complètement passé par-dessus 3.1. Si vous êtes d'accord, on va revenir en arrière. Donc, le point 3.1, c'est le rapport annuel ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Stratford. William, on te laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, dans le fond, c'est un rapport qu'on reçoit annuellement faisant état là, de nos installations d'assainissement d'eau. Donc, un très beau rapport qu'on a eu, aucun avis de non-conformité. On n'a eu aucun déversement non plus dans les cours d'eau naturels. Donc, ça arrive dans certaines municipalités que quand il y a des affluences d'eau, il y a des déversements parce qu'on n'arrive pas à traiter toute la capacité. Ce n'est pas le cas à Stratford. Donc, on n'a eu aucun déversement dans la dernière année. C'est excellent. Un seul point à surveiller, c'est au niveau de nos étangs. Les boues commencent à être hautes. Donc, ça va être à faire en 2021. Donc, un très beau rapport qu'on peut être très fiers de nos installations. Merci beaucoup. Questions ou commentaires de la part du conseil là-dessus? André? Moi, mon questionnement, je voulais savoir si on a des beaux résultats comme ça, c'est parce que les eaux pluviales, l'eau de pluie, là, elle ne passe pas par la filtration des eaux à ce moment-là, hein, je pense. Je ne saurais dire si les réseaux sont séparés partout. Je ne croirais pas hein, qu'ils soient séparés partout. Ils sont probablement séparés là où il y a eu des rénovations plus récentes. Mais sur la rue des Cèdres, par exemple, où il y a des travaux de prévus, là, actuellement, ça doit être ensemble. Hein. C'est des réseaux séparés que Richard nous indique? OK, c'est bon. Mais je pense que les bons résultats tiennent aussi à la qualité des installations qui ont été mises en place. Probablement aussi la capacité, là, la compétence des gens qui les opèrent. Je sais que au début de notre mandat, on soulignait, par exemple, des difficultés d'obstruction. Parfois, il y avait des objets qui passaient dans les eaux usées, qui occasionnaient des bris. On entend moins parler, donc les citoyens peut-être sont davantage respectueux là, de ce côté-là, collaborent bien. Donc, c'est un peu le résultat des efforts de tout le monde, je dirais. Là. C'est bon? Alors, merci William encore une fois. Je vais essayer de faire attention pour ne pas sauter de sujet dans ceux qui s'en viennent. Ça nous amènerait au point 8, finances, budget, taxation. 8.1, le sujet s'intitule « Liste des personnes endettées envers la municipalité en date du 14 février 2021 ». Monsieur le directeur général, on va avoir besoin que vous nous expliquiez de quoi il s'agit exactement. Oui, en effet. Donc, c'est conformément là, au code municipal. La municipalité a l'obligation d'adopter une liste des personnes qui sont endettées avant de passer en vente pour taxe. Donc, qui va être le prochain point à l'ordre du jour.
C'est simplement là, pour signifier que le conseil municipal a été avisé des personnes qui avaient une dette envers la municipalité avant de prendre toute décision pour vente pour taxe. Donc, la liste là, a été déposée comme convenu. Puis, je pourrais lire la résolution. Dans le fond, considérant que conformément à l'article 10.22 du Code municipal, le conseil de la municipalité doit approuver une liste des personnes endettées envers la municipalité. Il est proposé par et résolu d'approuver la liste des personnes endettées envers la municipalité en date du 14 février 2021, telle que déposée par le directeur général secrétaire trésorier. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires là-dessus? Ça va, donc c'est une opération qu'on doit faire conformément au code municipal. C'est une des étapes qui est nécessaire là, avant qu'on se rende à une éventuelle vente pour taxe, là, si jamais on devait se rendre là. C'est bon? Donc, on peut enchaîner justement avec le 8.2, vente pour taxe, transfert de dossier à la MRC, évidemment du granit. Oui, donc si on remet en contexte, là, nous, à partir de la liste des personnes endettées par la municipalité, il y a deux choses qu'il faut regarder, c'est depuis quand ils sont endettés, puis à quelle hauteur ils sont endettés. Donc, nous, pour envoyer le dossier de vente pour taxe, c'est des frais de 500 $ pour la municipalité pour envoyer le dossier en vente pour taxe. Donc, évidemment, s'il y a une dette de 5 $, ça ne vaut pas la peine d'envoyer le dossier en vente pour taxe, on se comprend. Donc, il faut avoir une dette supérieure à 500 $. Puis, la prescription pour les taxes municipales, c'est de 3 ans. Donc, si la dette est de plus de 3 ans, selon la loi, on ne peut plus récupérer ce montant-là. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est, dans le fond, les dettes qui sont supérieures à 2 ans. Donc, avant de perdre le montant, qui sont encore endettés de plus de 500 $ depuis plus de 2 ans. Donc, je vais lire la résolution comme suit. Considérant que conformément à l'article 10.22 du Code municipal, il a été approuvé par le conseil de la municipalité une liste des personnes endettées envers la municipalité. Considérant que le secrétaire trésorier de la municipalité a avisé les propriétaires en défaut par une lettre recommandée ou par huissier. Considérant que si le paiement des sommes dues n'est pas reçu au plus tard le 18 mars 2021, ces dossiers seront transférés à la MRC du Granit pour que les immeubles concernés soient vendus pour défaut de paiement de taxes. Considérant que certains propriétaires ont des dettes supérieures à 500 $ depuis plus de 2 ans, il est proposé par et résolu qu'en vertu de l'article 10.23 du Code municipal, le conseil de la municipalité du canton de Stratford demande à la MRC du Granit de vendre pour défaut de paiement de taxes les immeubles suivants. Donc, on a le 40, là on parle ici de matricule 47 69 17 63 57, donc qui est notre premier matricule. Notre deuxième étant le 40 76 04 89 56 et le troisième matricule, le 44 71 21 15 77. Donc, ce sont les 3 immeubles qui sont endettés de plus de 500 $ depuis plus de 2 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, oui. Oui, André Terrien, j'en fais la proposition. Merci, André. Donc, 3 dossiers qui pourraient être transférés à la MRC s'ils ne sont pas réglés avant le 18 mars prochain. Et ces gens-là ont été dûment informés, contactés, il n'y a pas de surprise pour personne. Les gens savent ce qu'ils ont à faire, s'ils peuvent le faire. Ils peuvent venir régler leur retard de paiement de taxes à la municipalité. Et ça veut dire que ça va s'arrêter là s'ils le peuvent.
Ça va pour tout le monde? C'est adopté. Merci beaucoup. Le point 8.3 maintenant s'intitule Affectation des excédents de fonctionnement affectés et ça fait suite à l'exercice annuel là, au cours duquel les vérificateurs comptables, qu'on appelle les auditeurs maintenant, de la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, est venu. En fait, ils ne sont pas venus physiquement, mais ils ont quand même fait l'audit des livres comptables de la municipalité avec une méthodologie, évidemment, qui permet le respect des mesures sanitaires. Donc, concrètement, au lieu de se déplacer chez nous, ils ont demandé tous les documents qu'ils souhaitaient consulter, évidemment, et on en a fourni, si j'ai bien compris, William, 150, quelque chose comme ça. Dans cet ordre de grandeur-là, oui. Alors, il n'y a pas eu de retenue. Ils ont demandé tout ce qu'ils voulaient savoir et on leur a fourni tout ce qu'ils voulaient consulter. C'est la règle du jeu quand on parle d'auditeurs ou de vérificateurs externes, évidemment. Et là, il y a un petit point à clarifier concernant les surplus affectés, si j'ai bien compris. Oui, en effet, là, c'est une décision simplement comptable. Donc, c'est important de rappeler que ce n'est pas une obligation de le faire. C'est une volonté comptable de pouvoir affecter des montants dans certaines cases budgétaires, donc de les réserver. Donc, historiquement, là, la municipalité avait un excédent de fonctionnement affecté pour des boues septiques, pour les égouts et pour l'aqueduc. Donc ça implique qu'à chaque année, il faut faire des résolutions pour dire combien on veut affecter d'argent dans ces cases budgétaires-là pour les réserver pour les années futures. Ça, c'est toute l'information qu'on a déjà dans nos livres comptables, qu'on les mette ou non aux états financiers avec les auditeurs. Donc, ce n'est pas de la nouvelle information. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, cette information-là, elle est disponible pour le conseil. Sauf qu'en les affectant aux états financiers, on a l'obligation chaque année de revenir en conseil, faire des résolutions pour dire combien on affecte à chacun de ces montants-là. Donc, c'est des sommes qui sont relativement négligeables au niveau, si on les compare avec l'ensemble du surplus accumulé. Donc, on parle d'environ 10% des sommes qui sont affectées. Donc, on a remis en question l'utilité de faire ça année après année, considérant là, que les montants ne sont pas nécessairement significatifs dans l'ensemble. Donc, la résolution se lirait comme suit. Considérant que les excédents de fonctionnement affectés ne représentent qu'environ 10% des excédents de fonctionnement, considérant que les informations sur les excédents et déficits de fonctionnement sont disponibles même s'ils ne sont pas affectés, considérant que le conseil municipal peut affecter les sommes restantes à l'excédent de fonctionnement non affecté, considérant le temps investi chaque année par le conseil et les employés pour affecter les excédents de fonctionnement dans les états financiers, il est proposé par et résolu que les excédents de fonctionnement affectés des boues septiques, des égouts et de l'aqueduc, respectivement 40 794 $, 26 789 $ et 506 $ soient affectés à l'excédent de fonctionnement non affecté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, discussions? Ça va pour tout le monde. Encore une fois, c'est un geste, je dirais, d'ordre de nature assez technique là, pour les fins de la tenue des livres comptables audités. Et en pratique, ça n'a pas de répercussions là, sur la gestion financière de la municipalité, nos façons de travailler là, avec les surplus, les déficits. On continue quand même à suivre ça là, secteur par secteur. Où est-ce qu'on est rendu? Est-ce que le tarif correspond aux dépenses? On continue quand même à surveiller ça. Et on en tient compte, évidemment, dans l'adoption du règlement de taxation. Ça va?
Ça fait le tour pour ce point-là. Merci beaucoup. 8.4. Utilisation des fonds du programme Entretien des routes locales 2020. Donc, je comprends, William, que c'est une reddition de compte qui est exigée ici avec l'adoption d'une résolution par le Conseil. Exactement. Encore une fois, ça fait suite à une demande là, pour l'audit. Donc, il voulait savoir au niveau de la subvention quel montant avait été affecté. Donc, ça va être utile aussi pour la reddition de compte du programme. On doit mentionner là, quelles dépenses ont été effectuées avec les fonds qui nous ont été donnés. Donc, je vais vous la lire comme suit. Considérant que la municipalité du canton de Stratford a pris connaissance des modalités d'application du programme Entretien des routes locales ERL et du programme d'aide à la voirie locale PAV, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont accessibles au programme ERL, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et admissible au programme ERL, il est proposé par et résolu que le conseil municipal, que le conseil de la municipalité du canton de Stratford approuve les dépenses d'un montant de 41 062,21 relativement aux travaux d'entretien réalisés et frais inhérents admissibles conformément aux exigences du ministère des Transports, se détaillant comme suit. Donc, on avait le remplacement d'éléments d'éclairage pour un montant de 8 209,50 sous. L'achat d'abat poussière pour un montant de 30 719,34 et le nettoyage de fossés pour un montant de 2 133,37 $. Merci, William. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire cette proposition? Gaétan Côté, j'en fais la proposition. Merci, Gaétan. Est-ce qu'il y a discussion? Question? Ça va pour tout le monde. Donc, c'est pour se conformer aux règles. Là. Ici, ça va. Adopté. Ça ferait donc le tour là, des sujets finances, budget, taxation et ça nous amène à la section urbanisme et environnement. Le premier point qui est inscrit à 9.1, c'est le dépôt de 2 procès-verbaux. Le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 17 février 2021 et le procès-verbal de la réunion du même comité qui s'est tenue, elle, le 24 février 2021. Donc, 2 réunions de CCU pour lesquelles les procès-verbaux ont été transmis au conseil municipal. Dans ces réunions-là, il a été question d'analyser des demandes d'usage conditionnel, qui donc, le dépôt de ces procès-verbaux-là au conseil déclenche l'opération de consultation publique qui est prévue au règlement sur des usages conditionnels. Est-ce qu'il y avait aussi des dérogations mineures ou seulement des dossiers d'usage conditionnel résidence de tourisme? Il y avait une dérogation mineure et 3 demandes de résidence de tourisme. Donc, si vous nous suivez, soit sur le site web, on a un nouvel onglet « Avis public ». Donc, les avis vont être indiqués à cet endroit-là. Puis, pour les résidences de tourisme, il va aussi avoir une affiche qui va être installée au moins 15 jours avant le prochain conseil devant la résidence pour informer les gens qu'il y a une consultation au sujet d'une résidence de tourisme à cet endroit-là. Donc, n'hésitez pas là, à nous faire parvenir là, vos commentaires ou vos questions là, à propos des avis en cours. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut donner les adresses de ces demandes d'usage conditionnel? De toute façon, ça va être rendu public, on s'entend, là, mais quelqu'un voudrait tout de suite savoir, est-ce qu'on peut rapidement les indiquer? Oui, donnez-moi quelques secondes. Donc, on a une demande pour le 1148 chemin de Stratford, le 347 Rambaud-Lac et le 361 rang des Granites.
Merci beaucoup. Donc, les 3 premiers dossiers, dans le fond, qui sont soumis à la municipalité en application du nouveau règlement sur les usages conditionnels pour les résidences de tourisme. Ça va? Donc, ça, c'est un point d'information. Ça nous amène ensuite à 9.2. Pour décision, cette fois-ci, le dossier de demande de dérogation mineure présenté par M. Guillaume Baudouin pour le lot 5 642 991 situé sur le chemin des Hauts-Cantons. Donc, ça fait suite d'abord au dépôt du procès-verbal du CCU à la réunion ordinaire du mois de février et à la tenue d'une consultation publique sur cette demande de dérogation, consultation publique qui, évidemment, dans le contexte de la pandémie, a dû se faire de façon écrite seulement, mais qui s'est faite selon les règles, de sorte qu'on peut maintenant disposer de cette demande en conseil municipal. Je crois que le demandeur de cette demande de dérogation mineure s'est manifesté dans le cadre de la consultation publique. William? En effet, comme évidemment il ne peut pas être là ce soir, je vais lire le courriel qui nous a été envoyé, dans le fond, pour le conseil. Bonjour, donc c'est M. Guillaume Baudouin, évidemment, là, qui nous l'a envoyé. Bonjour, j'aimerais apporter mes arguments sur ma requête de dérogation mineure afin qu'il soit déposé pour la séance du conseil municipal concernant la subdivision du lot 5 642 991. Le plan initial étant de demander une dérogation mineure afin de subdiviser le terrain en 5 parties, voire le plan en annexe. J'ai finalement décidé d'y aller pour une demande à 4 terrains afin de ne pas aller au minimum requis de 4000 m² par lot et pour démontrer ma bonne volonté afin de faire aboutir le projet. Je me questionne donc si j'aurais dû effectuer ma demande à 5 lots au départ. Le CCU a recommandé de faire 3 lots, mais je ne crois pas que faire 3 lots au lieu de 4 ne cause de sérieux préjudices aux citoyens et aux voisins de la municipalité. Même si la profondeur minimale n'est pas conforme, je serai quand même soumis aux marges de recul avant et arrière, donc le bâtiment respectera quand même les normes d'implantation. Je suis aussi ouvert à adapter mes bâtiments au terrain, par exemple faire un bâtiment plus large en façade et moins profond. À 4 lots pour moi, il s'en va de la rentabilité du projet compte tenu des coûts des matériaux de construction et de main-d'œuvre qui sont exposés depuis l'an dernier. Qui ont explosé depuis l'an dernier, pardon. En obtenant 4 lots, ce sera plus difficile pour moi de vendre à un prix compétitif tout en ayant un terrain de bonne dimension. Nous savons tous que le télétravail a apporté beaucoup de gens à quitter les grands centres afin de s'installer en région et ce, de façon permanente. Mon but est d'attirer ce genre de clientèle afin de leur offrir une maison de qualité à prix raisonnable. Je suis moi-même tombé en amour avec la région l'an dernier où j'ai fait l'acquisition d'un terrain aux abords du lac de la Héronnière où ma résidence sera bâtie à l'été 2021. Vous pouvez être assuré que ces lots ne resteront pas vacants comme plusieurs dans le développement car je projette déjà entamer la construction d'une première résidence à l'automne 2021. Merci, Guillaume Baudouin. Le micro, Denis. Merci, William. J'essaie des fois de ne pas faire de bruit, puis j'oublie de réouvrir mon micro. J'essaie de consulter sur mon écran le procès-verbal pour qu'on puisse rappeler aux gens qui nous écoutent là, quelle était la recommandation du CCU. Il faudrait que je retourne à... C'était d'accepter
c'était d'accepter les lots 3 et 4 tels que présentés et de fusionner les lots 1 et 2 pour un total de 3 terrains. Donc, c'est pas simplement de diviser en 3 terrains, c'était vraiment les terrains 1 et 2 qui avaient une profondeur plus faible que les 2 autres terrains, de les fusionner ensemble pour compenser. Voilà, merci beaucoup. Je me tourne vers les collègues. Est-ce que, bon, on en avait parlé un petit peu là, suite à la réception de la recommandation. Le citoyen s'adresse à nous maintenant. Est-ce que vous souhaitez aller dans le sens de la recommandation du CCU ou non? Est-ce que ça nous amène, est-ce que quelqu'un estime que ça doit modifier l'orientation qui se dégageait de la dernière discussion qu'on a eue là-dessus? Je comprends que non. À ce moment-là, il y avait un projet de résolution qui avait été préparé dans le contexte où on avait discuté de la recommandation du CCU. Peut-être qu'on peut en faire la lecture, ça va peut-être être plus clair aussi pour les gens qui nous écoutent. Considérant que les lots demandés ont des superficies de plus de 5000 m², considérant qu'il est important de protéger l'environnement autour des lacs, considérant que la profondeur des terrains en première rangée ont plus de 80 mètres, considérant que la pente du lot est importante, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'accepter le lotissement de 3 terrains plutôt que 4, il est proposé par et résolu que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure telle que présentée par M. Guillaume Beaudoin, mais endosse la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'autoriser l'acceptation des lots 3 et 4 tels que présentés et la fusion des lots 1 et 2 pour un total de 3 terrains. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition d'abord? Oui, Isabelle Couture, j'en fais la proposition. Merci, Isabelle. Donc, pour les gens qui n'ont pas nécessairement sous les yeux, là, la proposition qui avait été soumise par le demandeur au CCU là, avait pour objet de faire un lot qui est vraiment en pointe très, très effilé. Et je pense que c'est ce qui a amené le CCU à recommander que ce lot-là soit plutôt aggloméré, soit fusionné avec le terrain voisin pour en faire un seul, ce qui fait au total donc 3 lots au lieu de 4 tels que souhaités par le promoteur. Questions, discussions? On a cette proposition sur la table. Donc, je comprends que malgré les arguments apportés par M. Beaudoin, le conseil municipal s'en tient à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et propose à M. Beaudoin un lotissement qui ferait 3 terrains au lieu de 4 sur la superficie qu'il possède à cet endroit-là. Ça va? Je comprends que tout le monde est à l'aise avec cette proposition-là que je considère donc adoptée. Merci. Le point suivant, c'est une autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci présentée par M. Anthony Côté pour le lot 5 643 047 du chemin Masquinongé. Demande qui a, elle aussi, évidemment, été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme qui nous a fait une recommandation. Je pense que je vais demander à ce qu'on lise la résolution tout de suite. Ça va être peut-être plus facile d'expliquer un peu le dossier par la suite si nécessaire. Mais avant, je vérifie, est-ce qu'il y a des gens qui se sont exprimés sur cette demande de dérogation pendant la période de consultation? Monsieur le directeur général. Non, on n'a pas eu de commentaires là, à ce sujet-là. Très bien. Donc, on peut lire le projet de résolution. Absolument. Considérant que la façade du terrain est sur le chemin privé, lot 5 643 372, considérant que le terrain a une profondeur moyenne de 47,67 mètres,
considérant que la profondeur minimale est de 75 mètres pour que le terrain soit conforme à la réglementation municipale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme ne considère pas la demande comme étant une dérogation mineure, il est proposé par et résolu que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure présentée par M. Anthony Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Marc-Quentin, j'en fais la proposition. Merci, Marc. Discussion. En fait, moi, ce que je comprends, c'est que pour le CCU, là, une dérogation mineure, c'est pas du simple au double. C'est-à-dire, on comprend qu'on peut jouer un peu avec une profondeur, là, mais ici, on passe de la profondeur exigée de 75 mètres dans le règlement municipal à 47 mètres. Alors, à peine plus que la moitié, dans le fond. On ne passe pas de 75 à 70 ou quelque chose comme ça. On passe de 75 à 47. Et le CCU dit à notre jugement, là, c'est plus une dérogation mineure dans cet ordre-là. Ça va? Donc, je comprends que tout le monde est d'accord avec la proposition de refuser cette demande. C'est donc adopté. Merci beaucoup. Ça nous amène maintenant à 3 points d'information. D'abord, au point 9.4, bilan financier Association pour la protection du lac Elgin. Donc, simplement pour rappeler que la municipalité donne un petit montant, quand même pas si élevé, et quand même encourage les associations de protection du lac. C'est prévu au budget et on leur demande en retour de nous faire un petit bilan de l'utilisation des sommes, en tout cas leur bilan financier. Et là, on en a reçu 2 ce soir. La première, à 9.4, c'est le bilan financier de l'Association pour la protection du lac Elgin. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Ça va, je pense que c'est assez bien détaillé. On peut suivre facilement la situation de l'association. C'est bon? S'il n'y a pas de questions, on va passer à la suivante. Cette fois-ci, le bilan de l'Association des berges du lac de la Héronnière. Vous avez également reçu. Il faut dire que ce n'est pas un montant. On compte combien de résidents dans cette association, William? 17, je crois, de mémoire. Oui, en effet. Pour une subvention municipale qui tourne autour de 100 ou 110 $. 102 $, je crois. Donc, on ne demandera pas 22 pages de compte rendu. Ça vous convient? C'est bon? Donc, c'est déposé. Ça nous amène à 9.6, avis de motion. Projet de règlement numéro 1190, modifiant le règlement de zonage numéro 1035 afin d'autoriser l'hébergement champêtre dans la zone REC 2. Alors, peut-être que là aussi, on pourra lire le projet, lire l'avis de motion, c'est-à-dire, et puis on pourra expliquer plus en détail au besoin. Parfait. Attendu que le conseil de la municipalité de Stratford a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage numéro 1035 qui est entré en vigueur le 18 septembre 2009, attendu que le conseil souhaite autoriser l'hébergement champêtre dans la zone REC-2, attendu que cette intention nécessite une modification au règlement de zonage, je, sous-signé, conseiller-conseillère, donne avis qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le projet de règlement numéro 1190, modifiant le règlement de zonage 1035, afin d'autoriser l'hébergement champêtre dans la zone REC-2. Le projet de règlement se lit comme suit. Article 1. Le règlement de zonage numéro 1035 tel que modifié par tous ces amendements est à niveau modifié par le présent règlement. Article 2.
La grille des spécifications feuillet 4 de 8 est modifiée afin d'autoriser l'usage hébergement champêtre dans la zone REC-2. Article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que quelqu'un souhaite donner cet avis de motion? Oui, André Terrien, je souhaite donner cet avis de motion. Donc, c'est un point d'information. Ça annonce tout simplement qu'à une prochaine séance du Conseil, le projet de règlement va être soumis à une décision des élus. Et si les élus souhaitent aller de l'avant avec cette modification, il y aura, comme prévu, les étapes de consultation publique pour permettre aux gens de s'exprimer sur cette modification règlement de zonage, comme on l'a fait à quelques occasions dans la dernière année, là, quand on touche au règlement de zonage. Pour les gens qui nous écouteraient, je pense qu'on peut quand même indiquer que la zone REC2, c'est la zone dans laquelle se situe le pavillon de la faune. Donc, ce sujet-là est porté à la connaissance du conseil municipal parce que les nouveaux propriétaires du pavillon de la faune souhaitent ajouter sur leur propriété une auberge de 10 chambres et moins, ce qui actuellement n'est pas prévu dans la grille des spécifications. La zone REC2 prévoit différents usages, évidemment. L'exploitation du pavillon de la faune, ça va de soi, mais également la restauration, par exemple, mais pas l'hébergement champêtre comme tel. Donc, pour qu'ils puissent éventuellement ouvrir ou construire cette auberge de 10 chambres et moins, il faut une modification au règlement de zonage. Et je comprends que, M. Terrien, vous souhaitez que le conseil municipal autorise éventuellement ce changement au règlement de zonage. Nous allons en discuter à la séance du mois d'avril. Oui, absolument. Questions, commentaires? C'est un point d'information. On annonce que ce sujet-là sera discuté à une prochaine séance, mais vraisemblablement à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal. Merci beaucoup. Ça terminerait pour le point urbanisme et environnement. Ça nous amène au point sécurité publique. Depuis quelques mois, on inscrit de façon régulière un point de suivi des mesures face à la pandémie COVID-19. On est tous contents d'être revenus en zone orange et de pouvoir veiller un peu plus tard à l'extérieur de la maison. Éventuellement aller au restaurant. J'ai compris que le restaurant la myriade serait ouvert à partir de mercredi, je crois. Ça nous ferait plaisir de pouvoir y retourner éventuellement. Est-ce qu'il y a autre chose à signaler, William? Oui, mais dans le fond, juste pour éviter toute confusion, même si on passe en zone orange, là, le gouvernement continue à demander à ce que le télétravail soit obligatoire dans la mesure du possible. Donc, le bureau municipal reste fermé jusqu'à ce que les consignes changent à ce niveau-là. Pour le paiement des taxes, comme on a dit au dernier conseil, n'hésitez pas à nous les envoyer soit en paiement directement par accéder ou un autre virement en ligne là, selon votre banque. Sinon, par chèque, on vous invite à nous les poster ou les déposer à l'arrière du bâtiment. On a une boîte grise où vous pouvez déposer en toute sécurité vos enveloppes. Donc, c'est le même que le dépôt à livres pour la bibliothèque. Donc, derrière le bâtiment. Comme ça évite tout contact, puis on respecte les consignes sanitaires, puis vous pouvez payer là, de cette manière-là. Excellent, merci. Puis on continue d'encourager tous les citoyens, toutes les citoyennes de Stratford de continuer à bien respecter les mesures. On n'a pas de nouveaux cas dans la municipalité depuis plusieurs jours. En fait, aujourd'hui, dans toute la MRC du Granit, on recense un seul cas actif et c'est pas chez nous. Donc, on est bien content et il faut continuer dans ce sens-là jusqu'à ce qu'on soit vacciné. Les personnes de 80 ans ou 85 ans et plus peuvent déjà prendre leur rendez-vous, je crois.
Et dans les prochains jours, semaines, ben là, les âges vont diminuer. Tout le monde va avoir son tour éventuellement. Mais d'ici là, il faut encore rester très prudent, ce qui implique malheureusement qu'on ne puisse pas siéger en public, à moins que ça change. Ça va? Il n'y avait rien d'inscrit aux affaires diverses. Est-ce qu'il y a des éléments de correspondance à ajouter? William, non. Évidemment, deuxième paire de questions, à moins qu'il soit rentré des questions pendant la tenue de cette séance. Il n'y en avait pas au début, il ne s'en est pas rajouté. Toujours pas. Toujours pas. Ce qui nous amène au point 14, certificat de disponibilité de notre trésorier qui confirme que nous avons les fonds pour rencontrer les dépenses que nous avons autorisées aujourd'hui. Je le confirme. Ce qui met fin à l'ordre du jour et j'appelle donc une proposition pour la levée de l'Assemblée. Isabelle Couture, je propose la levée de l'Assemblée. Merci Isabelle. Nous allons donc nous arrêter ici. Merci à tous les collègues. Merci aux gens encore une fois qui nous écoutent et n'hésitez pas à communiquer avec la municipalité si vous avez des questions, des commentaires sur les affaires municipales. Merci et au mois prochain, 12 avril, prochaine séance ordinaire du